Professeur Carré. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je tiens à remercier Laurent qui m'a donné l'occasion de participer à cette expertise parce que on a fait un travail vraiment passionnant. J'ai découvert des choses et il nous avait été dit que pour la première fois, c'était une des premières expertises où les 13 experts étaient unanimes sur les réponses à donner. Donc, je vais essayer de vous rapporter un petit peu ces conclusions. Je vais élargir un petit peu le débat pour bien voir quelque chose. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'inactivité physique et de la sédentarité, on est comme il y a 50 ans vis-à-vis du tabac. C'est ce que les anglo-saxons disent « sitting is the new smoking ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne sait que c'est dangereux. Il y a 60 ans, tout le monde fumait, la population n'avait pas compris. Et on en est encore un peu là, puisque vous allez voir. Un petit rappel sur les maladies non transmissibles. Il y a 4 facteurs de risque. L'inactivité physique, la sédentarité, la consommation immodérée d'alcool, le tabagisme, l'alimentation inadaptée. Donc en fait, ça veut déjà dire rien que ce message que les maladies non transmissibles dépendent essentiellement de notre mode de vie. C'est quand même 36 millions de morts par an dans le monde. Ça représente 70% des dépenses de santé. Selon les pays, c'est 65 à 70%. Donc vous voyez, c'est un coût majeur. Un petit exemple, un patient qui est en ALD, maladie non transmissible chronique, 6 300 € par an de coût sur le plan médical. Quelqu'un qui n'est pas en ALD, 1 800 € par an. En France actuellement, 3 Français sur 4 prennent un médicament après 65 ans. 75% des Français prennent un médicament pour une maladie chronique, en particulier l'hypertension artérielle ou le diabète de type 2. Et on sait pourtant que dans les préventions, l'activité physique a un rôle essentiel. Alors tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Parce que comme vous avez vu, on a beaucoup parlé de sport ce matin, mais à nos patients, on ne va pas leur parler de sport. Parce que moi, ils me répondent, mais docteur, vous voulez me tuer. Donc je vais déjà leur parler de l'activité physique. Et je vais leur expliquer que l'activité physique, c'est simple. Tout mouvement qui est lié à une contraction musculaire, c'est de l'activité physique. C'est bouger. On peut faire plus scientifique, mais je crois qu'il faut donner des messages relativement compréhensibles pour les gens qui n'ont pas forcément les formations pour tout comprendre. Deuxièmement, l'exercice physique. Qu'est-ce que c'est que l'exercice physique ? L'exercice physique, c'est l'activité physique programmée, réalisée pour sa santé. Par exemple, je vais 2 fois par semaine dans un centre de sport. Bon, là, ça va être un petit peu difficile en ce moment puisque certains sont fermés. Mais pendant ces 2 fois par semaine, je fais 40 minutes d'activité physique, mais c'est pour ma santé. Je n'ai pas de programme, je fais ça pour ma santé. Et puis le sport, c'est quand je fais l'exercice dans un cadre réglementaire. Je peux le faire en loisir ou en compétition. Et le deuxième message, qui est nouveau, 2015, c'est que maintenant on différencie sur le plan physiologique de l'exercice musculaire l'inactivité physique et la sédentarité. L'inactivité physique, c'est quand je ne respecte pas les recommandations, et on va les revoir après, et la sédentarité, c'est quand je passe trop de temps assis. Et surtout, ce qui est très mauvais pour votre santé, pour ma santé, c'est de rester assis 2-3 heures sans interruption, puisque tout le monde connaît le risque de phlébite quand je prends l'avion. Je rappelle que c'est pas l'avion qui crée la phlébite, c'est d'être assis pendant 12 heures ou 8 heures. Et il faut quand même le rappeler un petit peu parce que des fois on oublie. Et quand je suis assis 8 heures devant mon ordinateur, j'ai un risque de phlébite. Nous voyons de temps en temps ce qu'on appelle les embolies pulmonaires. Ce sont des embolies pulmonaires liées à une phlébite acquise par le temps passé devant l'ordinateur. Et vous la voyez ici, on a sur cette diapositive tout simplement les effets de la sédentarité, moins 4 heures jusqu'à plus de 8 heures en vert, et puis en bas le temps d'activité physique. Et vous voyez que les effets sont indépendants, puisque le pire c'est bien sûr de ne pas bouger et d'être très assis. Et puis par contre, même je peux très bien être sportif et sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine et être assis chaque jour 10 heures. Donc ça, c'est de l'éducation, c'est de l'information à donner parce que les risques de la sédentarité et l'inactivité physique sont indépendants. Alors quels sont ces risques ? Les risques, c'est d'abord, j'augmente mon risque de développer une maladie chronique, c'est ce qu'on a vu. Deuxièmement, quand je suis malade, j'aggrave ma maladie si je ne bouge pas, si je passe trop de temps assis. Et enfin, on sait que ça diminue l'espérance de vie, particulièrement l'espérance de vie en bonne santé, c'est celle-là. Donner des années à la vie, c'est important, mais donner de la vie aux années, je trouve que c'est plus important, et ça, il faut le répéter, ça, c'est l'activité physique qui va vous donner de la vie. Eh bien, vous voyez ici, sur la diapositive, que quelle que soit la cause, moins je bouge, plus j'ai de risque de mourir tôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les recommandations sont simples. Je dois limiter mon temps journalier assis et casser les périodes assises de plus de 2 heures. Je dois, si j'ai moins de 65 ans, faire au moins 30 minutes d'endurance modérée et de renforcement musculaire. Ça fait savant, pas du tout. C'est marcher vite et monter des escaliers. C'est ça le renforcement musculaire. Les descendre, c'est même presque plus rentable que de les monter sur le plan musculaire. Quand j'ai plus de 65 ans, c'est la même chose, sauf que je rajoute un petit peu d'équilibre, puisqu'il y a le problème des chutes, il y a une expertise INSERM là-dessus. Et puis les enfants, c'est la catastrophe, parce que les enfants, c'est la bombe à retardement sur laquelle nous sommes assis. La capacité physique des enfants a baissé de 25% entre 1971 et 2011. Or, la capacité physique
c'est mon capital santé. Plus elle est basse, plus j'ai de risque de tomber malade. Le Covid l'a montré, les patients qui sont décédés sont ceux qui avaient le moins bonne capacité physique. Ce n'était pas l'hypertension dans elle-même, c'était des patients fragiles sur le plan de la capacité physique. Alors, à l'inverse, si je décide de bouger, eh bien, je vais baisser de 20 à 30% les risques de mortalité précoce, de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, d'accidents cardiovasculaires et cérébral, de diabète, de cancer, du sein et du côlon. Rendez-vous compte, aujourd'hui, les neurologues nous disent la nourriture du cerveau, c'est l'activité physique. Moi, ça me fait très plaisir parce qu'en tant que cardiologue, je n'ai pas le niveau intellectuel du neurologue. Et si eux viennent me dire ça, alors que nous, les cardiologues, ça fait longtemps qu'on prescrit l'activité physique, eh bien aujourd'hui, dans la dépression modérée à minime, premier traitement, activité physique. Pas d'antidépresseurs, ça marche moins bien. C'est ce que nous disent les neurologues. 1 heure de marche par semaine, c'est même pas 30 minutes par jour, 2 ans d'espérance de vie en bonne qualité qui ont augmenté. Et ça, c'est les résultats en quelques mots de l'expertise INSERM. Qu'est-ce que l'expertise INSERM a conclu? C'est d'abord, petit rappel, quand je suis malade chronique, je dois toujours faire mes 30 minutes d'activité physique par jour. Mais là-dessus, je dois rajouter le médicament. Et le médicament, c'est 3 séances au moins de 30 à 45 minutes par semaine qui vont associer l'endurance et le renforcement musculaire. Et si je fais ça, eh bien après un infarctus du myocarde, je baisse la mortalité de 30%. Si j'ai une bronchite chronique, je vais baisser la mortalité de 30%, les hospitalisations de 35%. Et encore plus fort, parce que ça parle beaucoup à la population, dans un cancer du sein, de faire de l'activité physique pendant le traitement et de la continuer après, vous diminuez le risque de récidive de 25 à 30%. Quelle chimiothérapie nous donne ce résultat? C'est pour ça qu'on a tous décidé de dire dans notre le livre qui a été publié que ne pas prescrire l'activité physique, c'est une perte de chance pour le malade. En d'autres termes, quand je m'adresse aux médecins, je suis toujours un peu brutal, mais c'est ça qui marche, je leur dis, vous ne traitez pas bien votre malade si vous ne leur prescrivez pas de l'activité physique. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, je vous ai résumé très simplement. Quand vous ne bougez pas, quand vous êtes trop passif, vous allez accumuler la graisse ectopique. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ce qu'on voit tous. La graisse ectopique, c'est simple, c'est mon tour de taille. Hein? Plus je change souvent de pantalon en augmentant la taille de mon pantalon, plus j'accumule de la graisse abdominale et plus j'accumule de la graisse autour de tous les organes, comme vous le voyez ici. Or, cette graisse, ce n'est pas le cas de toutes les graisses, ça dépend de leur localisation, est très délétère parce qu'elle va libérer des petites substances que vous voyez ici en rouge. Ça s'appelle les adipokines. Les adipokines, c'est des hormones qui vont diffuser dans tout l'organisme et augmenter l'inflammation chronique et favoriser le développement de toutes les maladies chroniques. Mais encore pire, quand vous prenez ici le foie ou le cœur, le foie, c'est pas compliqué. Première cause de mortalité aux États-Unis, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. C'est le foie gras. Hein? Bon. Et en cardiologie, vous avez le cœur qui est entouré de graisse. Eh bien, depuis quelques années, un éditorial est paru dans la plus grande revue américaine de cardiologie en disant le nouveau traitement de la fibrillation auriculaire, faites maigrir vos patients. Puisque en diminuant la graisse autour du cœur, vous diminuez l'effet direct de cette graisse sur l'oreillette qui favorise la fibrillation auriculaire. En d'autres termes, j'augmente mes niveaux d'inflammation, de stress oxydatif, je baisse mes défenses immunitaires. Tiens, ça nous fait réfléchir à quelque chose. Le Covid, quand on fait de l'activité physique, on augmente l'immunité. Donc, il faut permettre aux patients qui ont des maladies chroniques actuellement de faire de l'activité physique, puisqu'autrement, comment leur faire croire que c'est un traitement, puisque je l'arrête dès qu'on nous demande de l'arrêter. Et puis, je diminue la capacité de vasodilatation. Alors, dans l'autre sens, maintenant, pourquoi l'activité physique, ça marche? Comment est-ce que l'activité physique peut traiter la dépression, les cancers et l'hypertension artérielle? Quel médicament fait ça? Aucun. Donc, il faut essayer de réfléchir. Et en fait, c'est relativement simple. Il a fallu des années pour acquérir le génome, des millions d'années pour acquérir le génome du fameux chasseur-cueilleur qui nous disent les anthropologues marcher 10 km à 15 km par jour. Et par contre, en 150 ans, la révolution industrielle, me voilà devant mon ordinateur presque toute la journée. Sauf que moi, je n'associe pas une boisson sucrée. Parce que autre chose que l'on ne sait pas, c'est que moins je bouge, plus je mange. Plus je passe de temps devant les écrans, plus je grignote. Toutes les études le montrent, ça augmente l'appétit. C'est comme ça. Et je prends un exemple pour que vous compreniez facilement. C'est un sujet qui est sur un vélo, sauf qu'on a été un peu dur avec lui, on lui a bloqué une pédale. Donc il ne peut pédaler qu'avec une jambe. Et deuxième point difficile, on lui prélève un petit bout de muscle dans le muscle de la cuisse, à la jambe droite et à la jambe gauche. La jambe qui a pédalé, la voilà. Et je regarde, entre ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après qu'il ait pédalé, le nombre d'hormones, de protéines en réalité, qui ont été libérées par le muscle qui a travaillé. Or, si une protéine est libérée, ça veut dire qu'un gène a été activé. Il n'y a pas d'autre moyen de libérer des protéines. Donc, chaque fois que j'ai une nouvelle protéine, il y a un gène qui correspond à cette protéine qui a été stimulé. Et vous avez ce mécanisme, ce feu d'artifice de myokine.
Alors il y en a qui vont libérer, qui vont lutter contre la réponse inflammatoire, améliorer la vasomotricité. Et là, c'est la jambe qui n'a pas pédalé. Donc on a la preuve formelle que rien que le fait de bouger, vous stimulez ces hormones, vous stimulez toutes ces hormones qui vont agir sur l'ensemble de l'organisme. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc de toute façon, on peut prendre le problème dans tous les sens. Génétiquement, nous sommes programmés pour bouger, nous n'avons pas d'autre solution. Peut-être que dans 2 millions d'années, si on vit encore, on se sera adapté autrement, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, puisque on est là aussi pour parler de l'activité physique au travail, alors le travail, bien sûr, vu le temps qu'on passe au travail, c'est un lieu essentiel pour faire de l'activité physique. Et pourtant, quand je regarde cette étude, qu'est-ce que je vois? Vous avez donc les jours travaillés. En gris clair, c'est le temps passé sédentaire. Activité physique faible, gris un peu plus foncé. Et activité physique modérée à intense, en noir pratiquement. Et vous voyez que les jours travaillés, j'ai beaucoup de temps sédentaire. J'ai un petit peu de temps d'activité physique modérée faible et très peu d'activité physique modérée à intense. Mais le problème, et c'est ça le problème de la sédentarité, c'est que c'est vraiment pernicieux. Et bien que les gens qui sont le plus sédentaires au travail sont ceux qui sont le plus sédentaires le week-end et en vacances. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Par exemple, je le vois à Rennes. Rennes, avant, on a un nouveau métro, une seule ligne, mais la deuxième arrive, et il y a des escalators, bien sûr, des escaliers normaux, bien sûr. Là, vous n'êtes jamais gêné pour monter l'escalier normal. L'escalator et l'ascenseur. Mais aujourd'hui, les adolescents ne prennent plus l'escalator, ils prennent l'ascenseur. Ils prennent tous l'ascenseur et ils attendent qu'il se vide parce que l'ascenseur n'est pas très grand, n'a pas une capacité très grande. Ils ne s'en rendent pas compte. Et je rentre dans le métro, qu'est-ce que je fais? Je me rue sur une place assise pour 2 stations. Je ne supporte plus la position debout pendant 2 stations. C'est ça la sédentarité. Je m'y habitue et je vais développer toutes ces pathologies. Alors, un autre problème qui nous complique un petit peu la vie, je le reconnais. J'avais eu l'occasion de faire un éditorial dans une revue européenne. Tout simplement, c'est que en réalité, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, mais qui me disent « Mais attendez, vous voulez me faire bouger? Je suis déménageur, je fais ça toute la journée. » Et là, je dois lui expliquer que quand il bouge au travail, c'est pas bon pour lui. Tout simplement parce que des études ont montré que l'activité physique professionnelle intense est associée à un risque accru, modéré, mais accru quand même, de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand je fais de l'activité physique de loisir, globalement, je vais faire l'activité physique intense qui ne dure pas longtemps et surtout, j'ai des temps de récupération longs et je n'ai pas de contraintes chronométriques. Donc, c'est du plaisir. Je ne crois pas que le déménageur, il va me dire, quand je bosse, c'est du plaisir. Parce que là, il a un temps donné où le manutentionnaire, c'est pareil. Donc, en fait, on va avoir 2 effets différents. Quand je fais de l'activité physique de loisir, j'ai une capacité physique qui augmente, ma fréquence cardiaque baisse, ma pression artérielle baisse et je baisse l'inflammation. Par contre, quand je fais de l'activité physique professionnelle, forcée, contrainte, ma capacité physique n'augmente pas du tout. Ma fréquence cardiaque augmente, ma pression artérielle aussi, et j'augmente mon inflammation, et donc je n'ai pas d'effet bénéfique cardiovasculaire. On n'a pas encore de données suffisantes pour savoir si on a le même problème sur le problème des cancers, mais c'est une problématique qui existe. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça veut dire que quand on va proposer aux travailleurs de faire de l'activité physique, il faut qu'ils y prennent du plaisir, il faut que ce soit fait dans des bonnes conditions, il va falloir qu'il y ait un encadrement. Je crois, je vais pas revenir sur ce qu'a dit la députée avant moi, mais tout ça c'est prouvé, le problème de l'absentéisme, le problème de bien-être. On entend parler toujours de bien-être au travail, on me parle de luminosité, des grandes baies vitrées pour qu'il y ait de la lumière et tout, c'est très bien, mais donnez la possibilité aux gens de marcher. Alors par exemple, il y a le coworking, les réunions debout, tout ça ce sont des choses qui sont très efficaces. Peut-être qu'on peut mettre dans les salles de détente, des baby-foot, tout ce que vous voulez, des vélos, pourquoi pas, mais il faut trouver des solutions, je crois que c'est très important. Donc pour conclure, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont concernées par notre problématique actuelle. Premièrement, il y a vous et moi. C'est-à-dire que je dois comprendre que, contrairement à ce que je crois, ma santé, elle dépend avant tout de moi. Et ça m'arrive très souvent, ça fait beaucoup rire mes petits-enfants, quand je leur dis, quand ils me voient partir, « Ah, papy, tu vas courir ?» Bah oui, mais pourquoi? Parce que je vais m'occuper de ma santé. Tout simplement parce que ça, c'est s'occuper de sa santé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et puis, il y a le médecin. Le médecin en France, attention aux chiffres que je vais vous donner, 100 patients vont voir un médecin en France, 90% sortent avec une ordonnance. 100 patients vont voir leur médecin au Danemark, 44% sortent avec une ordonnance. Il y a quand même un problème. Dans notre pays, on est vraiment si malade que ça comparé aux autres pays. Non, c'est parce que simplement, en France actuellement, nous ne sommes pas formés à la prescription d'activité physique. Ça fait rire les gens, c'est pourtant dramatique. J'ai fait 15 ans d'études de médecine. Quand je suis sorti à bout de mes 15 années, la nutrition, j'étais le top niveau. Je savais 5 fruits, 5 légumes.
Par contre, je savais comment marcher tous les stimulateurs cardiaques, etc., même quand je ne fais pas de la cardiologie. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Donc il faut changer. Il faut que nous tous, on comprenne qu'il faut bien manger, bien bouger, parce que l'un va avec l'autre. Et puis deuxièmement, moi, médecin, il faut que j'arrive à comprendre que la médecine curative a atteint ses limites. Bien sûr, moi, je prescris des médicaments tous les jours, mais j'y associe le plus possible. Et j'impose à mes internes, quand vous faites votre ordonnance, 1, activité physique, 2, les médicaments. Je vous remercie beaucoup. Merci, professeur. Merci à tous les deux pour ces précisions.